Mais à quoi peut bien servir un tel engin? Voilà la remarque d'un noble en 1783 qui assiste au premier décollage d'une montgolfière. Et aujourd'hui, j'avais envie de répondre à cette personne. 120 ans avant les frères Wright et leur vol motorisé en 1903, c'est en France que s'activent quelques passionnés autour d'une idée, faire décoller, faire voler quelque chose. C'est là, à Annonay, que se met en place le premier vol habité de l'histoire. C'est toute une aventure. Et comme toujours, ce n'est pas l'œuvre d'une personne isolée, c'est plutôt un faisceau d'idées convergentes autour d'une passion ou d'une idée. Alors, l'histoire a retenu les frères Montgolfier, mais ils n'étaient pas seuls. On pourrait nommer le marquis d'Arlande ou Jean-François Pilâtre de Rosiers, les frères Robert, et on pourrait même aller jusqu'au roi. Alors, les différents protagonistes, bien sûr, sont ce qu'on nomme souvent des s'aventuriers. Et ils alimentent leurs expériences des idées de l'époque. Et déjà en 1670, le jésuite Francisco Lana développe l'idée d'un navire qui se déplacerait dans l'air. Et le physicien Borelli propose qu'on se déplace dans l'air un peu à la manière des poissons qui se sustentent dans l'eau grâce à leur vessie natatoire, une sorte de vessie aérienne. L'idée générale, c'est de mettre en équilibre dans l'air, en sustentation, un corps grâce à une grosse vessie qui serait remplie d'un air qu'on nomme très rare, comme un peu le vide. Et du coup, le vide n'a pas de poids et serait moins lourd que l'air. On parle bien sûr d'une utilisation incroyable de la poussée d'Archimède. On va l'écrire. Je vais prendre mon tableau et on va simplement marquer ce qu'est la poussée d'Archimède. Donc, on va essayer de faire un ballon correctement dessiné et une nacelle, une espèce de panier en osier. Voilà. Évidemment, cette nacelle a un poids. Ce poids, c'est une force P. Et mon ballon, va subir une force qu'on appelle communément la poussée d'Archimède et que je vais appeler la force A. Cette poussée d'Archimède va pouvoir s'écrire en fonction de tout simplement ce qui va la composer. Donc le volume d'air qu'on déplace. Et quand on déplace un volume d'air, il faut tenir compte de sa masse volumique. Donc le volume multiplié par la masse volumique, multiplié bien sûr par l'attraction terrestre. Donc on a ici la formule de la poussée d'Archimède qui dépend, attention, on est en train de parler de l'air qui est ici et de sa masse volumique 1,2 kg par mètre cube. C'est cet air-là dont on parle. La poussée d'Archimède dépend du volume d'air que j'ai déplacé, autour de moi, en gonflant un ballon. Donc c'est bien cette masse volumique-là qui est dans cette formule de la poussée d'Archimède. Alors finalement, qu'est-ce que j'ai comme latitude pour jouer sur la poussée d'Archimède? Je n'ai que une possibilité, c'est le volume. Donc je ne vais pouvoir jouer que sur le volume de mon ballon pour augmenter ou diminuer la poussée d'Archimède. Mais il y a une autre force ici en bas. Ici, on a le poids de l'ensemble, c'est-à-dire de l'enveloppe, du ballon, de la nacelle, des câbles et du matériel, et des personnes si on en met. Donc on va aussi pouvoir jouer sur cette force-là. Et là, on a la masse multipliée par la gravité. Évidemment, il va falloir maintenant diminuer cette masse. C'est le seul facteur de cette petite égalité qui va être contrôlé, entre guillemets, par le monsieur qui veut faire voler ce ballon. Et dans cette idée de réduire au minimum la masse et donc le poids de mon ballon, il est possible
d'utiliser ici un gaz qui va être plus léger que l'air, de façon à ce que la force de la poussée d'Archimède soit plus grande que la force du poids de mon ballon. Et à ce moment-là, si FA devient plus grand que FP, alors le ballon décolle. Aussi simple que ça. Aussi simple, pas vraiment. Pour m'occuper de cette masse, eh bien, soit j'utilise de l'air chaud, soit on aura des ballons à gaz. Quand j'ai un ballon à air chaud, l'idée c'est de chauffer l'air qui se trouve dans l'enveloppe de façon à diminuer sa masse volumique. Évidemment, je ne vous apprends rien. Soit je vais utiliser un gaz dont la masse volumique est déjà très faible. Tout ça pour venir diminuer le poids de mon ensemble et que la poussée d'Archimède réussisse à emmener le ballon là où elle pourra. On va reprendre un petit dessin. Voilà mon ballon et on a dit que la poussée d'Archimède dépendait du volume d'air déplacé. Et ici, je vais chauffer mon air à 100 degrés Celsius. La masse volumique passe à 0,946 kg par mètre cube. La différence entre mes deux masses volumiques va tout simplement représenter la charge utile que peut emmener mon ballon. Chaque fois que j'aurai 1 mètre cube de ballon, il pourra porter 0,3 kg. Imaginons maintenant qu'on est dans ce ballon, on veut emmener 2 personnes. Si on fait la somme des masses, le ballon pèse 500 kg plus 2 fois 80 kg, ce qui fait 660 kg. Je veux que mon ballon puisse monter 660 kg. Or, ma charge utile est d'un facteur 0,279. Alors, il va falloir que je fasse 660 divisé par 0,279 pour avoir finalement un résultat de 2366 mètres cubes. Et ça, c'est le volume de mon ballon pour pouvoir emmener une charge de 660 kg en utilisant de l'air chaud. À titre de comparaison, le premier vol humain qui a eu lieu en octobre 1783, le ballon avait un volume de 2200 mètres cubes. Ils n'étaient pas cons les mecs quand même. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe avec un ballon à gaz? On va prendre un gaz comme l'hydrogène, le dihydrogène par exemple. Alors là, vous voyez, on en est à une différence tout à fait fondamentale. Ce qui fait que si je reprends mon calcul avec la même masse d'emport, c'est-à-dire que mon ballon fait la même masse et je veux emmener 2 passagers, le delta entre cette masse volumique et la masse volumique de l'air, je vous passe les calculs, ça fait 1,136 et là j'ai 581 mètres cubes. C'est-à-dire que c'est 4 fois plus petit. Un ballon à gaz à dihydrogène, par exemple, a besoin d'être 4 fois plus petit pour emmener la même masse. Et j'ai vraiment mis les mêmes masses. Je me doute qu'un ballon à gaz aurait une masse plus faible. J'ai préféré la laisser telle qu'elle. Alors on pourrait penser qu'il y a un avantage certain aux ballons à dihydrogène, aux ballons avec des gaz à masse volumique faible. Et en fait, on aurait tort de penser ça. Par exemple, un ballon à dihydrogène a un problème fondamental, c'est que on met du gaz dans le ballon, on le ferme et la seule chose qu'on peut faire, c'est faire échapper du gaz du ballon, mais on ne peut pas en remettre d'autres. Or, pour gérer les montées et descentes du ballon, eh bien, il va falloir intervenir sur cette quantité de gaz qui est prisonnière du ballon. Et là, on ne peut pas. Alors que le ballon à air chaud, on va pouvoir, au fur et à mesure du vol, réchauffer l'air ou le refroidir en quelque sorte, le laisser échapper par le haut du ballon, de façon à pouvoir gérer les montées et descentes. Du coup, les deux ont des avantages et des inconvénients et on va en reparler tout de suite. Les frères Montgolfier savaient très bien
que le ballon à gaz, le ballon à dihydrogène était plus performant. Ils avaient même, à l'époque, expérimenté la production de dihydrogène avec une réaction assez basique d'acide sur de l'acier. Mais ils ont préféré les ballons à air chaud pour la facilité d'utilisation, la facilité de mise en place. C'est évidemment beaucoup plus facile de faire un feu et d'obtenir une diminution de masse volumique par le chauffage plutôt qu'une production de dihydrogène. Imaginez, on est en 1780. Et finalement, ils n'ont pas eu tort parce qu'on voit qu'actuellement, les ballons à air chaud ont toujours le vent en poupe et se développent actuellement dans le monde. Alors bien sûr, pour du tourisme, mais n'empêche, c'est une solution qui est restée. On a actuellement les deux ballons, les deux solutions qui existent. Alors, il ne faut pas imaginer cette époque, cette naissance du ballon comme un épiphénomène et quelque chose de simple. Les frères Montgolfier essayent quelque chose, tentent, font une expérience avec de l'air chaud. Mais dans le même temps, les frères Robert à Paris, eux aussi, font des expériences et tentent quelque chose avec des ballons à gaz. Il y a la question du financement qui se pose dans tout ça, de tout temps. Même si les frères Montgolfier sont originaires d'une famille aisée, eh bien, il y a un moment où les sous posent un problème. Sans parler de la réaction des gens du peuple. On a aussi l'accord du roi à obtenir à l'époque pour pouvoir mener ces expériences. Et nous, on vient de là. Ces gens sont les papas de l'aéronautique. Et je vous assure, ils n'avaient pas à l'époque de vision sur le futur de leur invention. Ce sont juste des gens qui avaient une tournure d'esprit, qui ont expérimenté, qui ont essayé, qui ont tenté. Ils y ont cru et à force, ils ont réussi quelque chose. Le 21 novembre 1783, Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlandes s'envolent pour la première fois devant le roi Louis XVI. Ils atteindront l'altitude de 1000 mètres, ce qui est déjà remarquable, dans un ballon à air chaud. Le 1er décembre 1783, on est quoi? Quelques jours après, ce sont les frères Robert qui s'envolent à leur tour dans leur ballon à gaz. Ils vont réaliser un vol de quelques kilomètres, mais à 3500 mètres. Ça commence à faire pas mal. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà dans l'aéronautique, on est presque à 10 000 pieds. Dans leur nacelle, ils embarquent un altimètre, donc un baromètre trafiqué, et des instruments de mesure météorologiques. Parce que oui, les frères Robert sont des scientifiques et utilisent le ballon à d'autres visées. Finalement, on va répondre à la question initiale de cette vidéo qui a été lancée par un noble en 1783. Mais à quoi peut bien servir cet engin? Benjamin Franklin, excusez du peu, était là, ce jour-là, et a répondu « À quoi peut bien servir un enfant qui vient de naître ?» Quelques éléments de réponse quand même. Le 16 septembre 1979, deux familles est-allemandes décollent à bord d'un ballon à air chaud bricolé dans leur cave pour quitter la RDA et passer le mur de Berlin et se retrouver en Allemagne de l'Ouest. Un film passionnant, Le vent de la liberté, retrace cette aventure et c'est un beau pied de nez à la bêtise crasse du système. Évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le 20 mars 1999, Bertrand Piccard et Brian Jones bouclent leur tour du monde en ballon sans escale en 20 jours à bord de Breitling Orbiter 3. L'exploit en tant que tel n'intéresse pas Bertrand Piccard. Ce qui l'intéresse, c'est l'ouverture vers ce qu'il appelle le vol autonome illimité, qu'il expérimentera avec succès à bord de Solar Impulse. Ça a été une grande démonstration de l'efficience des nouvelles technologies propres pour sauvegarder notre planète. Finalement, en conclusion, et au-delà de la dimension aéronautique, j'espère avoir montré que le but est ailleurs. Vivre l'aventure aéronautique, c'est se joindre à une démarche qui montre clairement un sens au dépassement de soi. C'est un encouragement à l'innovation dans sa façon de penser, de prendre des décisions et finalement de faire des choix. En cette période de vœux, j'encourage chacun d'entre vous d'être un pionnier
dans sa vie de tous les jours. Mes amis, changez d'altitude, le voyage continue. Bye!